Salut, vous écoutez Conseil Immo by Winvest. On va parler investissement, actualité, achat, taux, tendance, crédit. Bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur l'immobilier belge. C'est parti. Il y a probablement autant de manières d'investir qu'il y a d'investisseurs. Alors autant prendre le retour d'expérience, les astuces, les bons plans, les échecs même de ceux qui sont passés par là avant nous. Et pour nous parler de son parcours d'investisseur, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurent Schmitt, investisseur aguerri, coach et auteur du livre « L'école ne forme pas les millionnaires ». Hello Laurent. Salut. Bienvenue sur le podcast. Je le disais en intro, aujourd'hui on va suivre ton parcours d'investisseur et j'espère en tirer quelques leçons. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse te présenter. Alors en quelques mots, donc Laurent Schmitt, investisseur liégeois. J'ai commencé à investir vers 2012-2013 dans une toute petite maison des plus pourries que j'ai pu avoir dans tout mon parc immobilier. L'immobilier, je n'étais pas destiné à ça à la base, n'ayant pas de diplôme et des choses comme ça. Je suis tombé dedans un peu par hasard et là maintenant j'en ai fait mon métier. Enfin, c'est même plus qu'un métier, c'est vraiment une passion. Et maintenant, je vis ça à travers plusieurs sociétés. J'investis principalement à Liège et également un petit peu plus à l'étranger. Ok. Et du coup, tu anticipes presque ma prochaine question qui est qu'est-ce qui t'a poussé dans l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a mené dans ce secteur? Alors, l'immobilier est venu un peu à moi par hasard. Je le répète assez régulièrement, mais je n'ai pas de diplôme. Et quand tu as 20 ans, une vingtaine d'années, donc moi j'avais 22 ans quand j'ai commencé à acheter la première maison, j'entendais beaucoup de gens autour de moi, ma famille, dire que tu avais entre guillemets réussi ta vie, ou en tout cas ça montrait que tu réussissais si tu te mariais, si tu avais un enfant ou si tu devenais propriétaire. Alors, j'ai ni envie de me marier, pourtant je suis en couple depuis quelques années, hors de question. Avoir un enfant, c'est toujours pas à l'ordre du jour aujourd'hui, donc ça ne me parlait pas. Par contre, le fait de devenir propriétaire, je me suis dit pourquoi pas. Et donc tout naturellement, j'ai commencé à chercher. J'étais jeune indépendant, donc j'ai dû m'orienter vers des petits biens un peu pourris. Je n'avais pas beaucoup de fonds propres, j'avais moins de 10 000 euros pour commencer. Donc j'étais un peu confronté aux banques. Et puis j'ai acheté la première maison que j'avais trouvée dans un petit magazine chez ma boulangère. Budget de moins de 50 000 euros la maison. Et donc j'ai visité. Je me suis dit, OK, ça c'est une maison qui est faite pour moi. Et puis c'est là qu'il y a eu un petit déclic. Parce qu'en achetant la première maison, il y a un truc qui m'avait interpellé. C'est que j'avais un loyer supérieur à ma charge de crédit. Et je me suis dit, cash flow positif. Cash flow positif dès le premier bien. Alors à l'époque, je ne connaissais pas tout le mot cash flow, je ne connaissais pas un petit peu tout ça. Et là, comme j'étais une personne qui, même si je n'ai pas de diplôme, j'ai pas ma langue dans ma poche, je faisais un peu le malin autour de tout le monde en disant, j'ai pu acheter la première, donc je vais me lancer un challenge un peu fou, c'est d'acheter 10 maisons avant mes 30 ans. Donc je te rappelle, j'en ai 22. Quand je fais mes recherches, 23, je deviens propriétaire. Et pourquoi 10 maisons? C'est un calcul assez simple. Sur la première maison, je prenais plus ou moins 200 euros de cash flow. Et je me suis dit, si je fais ça 10 fois, alors, je ne suis pas très bon en maths, mais faire 200 fois 10, ça fait 2000. Avoir 2000 euros de revenus mensuels, c'est ce qui couvrait à l'époque mon salaire. Mais je me dis, c'est génial, je peux avoir 2000 euros de revenus sans travailler, entre grands guillemets. Et si je suis encore un peu travailleur, je peux continuer à travailler, ça me fait 4000 euros par mois. Ça me fait un sacré salaire. Je suis le roi du pétrole. Je suis le roi du pétrole, je vais pouvoir voyager, avoir une vie de dingue. Et c'est là qu'est venue l'idée de me dire, OK, je vais acheter 10 maisons avant mes 30 ans. Et voilà, j'ai eu un peu une grande gueule et donc j'ai dû... Tu as dû tenir ce challenge. Et du coup, tu parles de cette première maison qui ne payait pas de mine, si je le comprends bien. C'est juste le hasard qui t'a mené à cette maison ou finalement tu recherchais certains critères particuliers? Alors, mes critères de recherche à l'époque, c'était une maison en dessous de 100 000 euros. Avec des travaux à effectuer. Donc, je ne cherchais pas forcément un bien qui était loué, ce qui était le cas dans celle-là. Mais je m'étais dit que j'avais plus ou moins un an pour pouvoir rénover la maison. Et avec l'argent que j'ai gagné avec mon salaire, je l'aurais mis dans les travaux. Ça, c'était vraiment la recherche initiale. Et là, la première maison qui est apparue qui est sortie, entre guillemets, du lot, c'est une petite maison à 49 000 euros à l'époque. Ouais. Donc, la même maison maintenant coûterait plus ou moins 80-100 000 euros à rénover. À Liège, j'en ai encore plein. Et avec une chambre. Et alors, pour la petite histoire, il y avait une douche en plein milieu du salon. Donc, c'est vraiment une maison qui est très atypique comme endroit. Elle faisait maximum 60 mètres carrés, avec au dernier étage une chambre complètement mansardée. Donc, c'était 20 mètres carrés, mais ça ne va pas tenir debout dans toute la pièce. Et donc, en la visitant, on était 7-8 à la visiter. Je me suis dit, OK, si je veux vraiment cette maison-là, c'est dans mon budget. Il ne faudra pas énormément d'apport pour la banque et le frais de notaire. Et donc, là, je me suis un petit peu survendu. Ça fait des années que j'étais indépendant, je gagnais super bien ma vie. Ça faisait 3 mois que j'étais indépendant. Grande gueule, tu disais. Grande gueule, exactement. Et puis, j'avais fait d'autres visites sur d'autres biens, encore une fois, au-dessus de 100 000 euros. Et à chaque fois, dès que je disais que j'étais jeune indépendant, entre guillemets, on me dit faites pas d'offre, ça sert à rien. Dès que j'avais moins de 10 000 euros de fonds propres, on me dit ça sert à rien. Si je faisais une offre avec conditions suspensives de crédit, ça servait à rien. Et donc, au fur et à mesure des visites, je commençais un petit peu à adapter mon discours pour dire OK,
j'ai suffisamment de fonds propres, mes parents peuvent mettre leur maison en garantie, ce qui était complètement faux. Et derrière, ça fait 1 an et demi que je suis indépendant, je gagne bien ma vie, blablabla. Donc tu t'es cassé quand même les dents sur quelques autres maisons. Avant ça, s'il n'y a pas eu 20 visites sur d'autres biens, c'est qu'il n'y en a pas eu. Il y a vraiment eu beaucoup. Alors, offres où j'ai pu déposer, absolument aucune. Et là, c'est la première fois qu'un agent immobilier, je pense qu'il voulait vendre parce qu'il y avait plusieurs maisons à vendre dans la rue, il s'est dit, OK, petit jeune, je vais accepter son offre. Et mon offre est passée parmi des gens plus âgés parce que mon profil, malgré que j'étais jeune indépendant, je crois qu'il a un peu tapé dans l'œil, dire, OK, c'est cool, un jeune qui se lance, et donc on va lui donner un petit peu la priorité. Il a un peu poussé ton offre, quoi. Il a un peu poussé mon offre. Finalement, il a fallu se retourner contre moi parce qu'à un moment, il a appris que j'avais que 3 mois d'indépendant et pas 1 an et demi. Et donc, il voulait m'attaquer pour dol, tout un bazar sans nom. Et j'ai appris, pour la petite histoire, que la personne qui vendait n'était autre que sa compagne. OK. Voilà pourquoi. Donc voilà, je pense qu'au début, il a voulu aider un petit jeune. Et puis finalement, il s'est rendu compte que mon dossier n'était pas facile à financer. J'ai fait 7 banques quand même avant d'avoir un accord de crédit. Et j'étais toujours dans mes connaissances suspensives, donc ils ne pouvaient pas la revendre à quelqu'un d'autre. Et finalement, je ne me rappelle plus de la date, mais peut-être 10 jours avant la fin de la connaissance suspensive, j'ai enfin un accord de crédit, quoi. Ça, c'est hyper intéressant. Par contre, 7 banques, et c'est à la 8e ou c'est à la 7e que je crois que c'est à la 7e, c'est ça. J'ai été voir toutes les banques inimaginables, même ma propre banque. Mes parents étaient là, avaient un peu d'argent sur les comptes. J'avais mes comptes enfants à l'époque là-bas. Et la banque, non, il faut apporter 20%. En fait, mon discours a évolué aussi, comme dans les visites. À la base, j'achetais, moi je ne voulais pas quitter de chez mes parents. J'avais compris que c'était important de rester chez eux et puis j'étais très bien. Et donc je disais à chaque fois, j'achète, c'est pour investir, je n'ai pas d'argent pour les frais de notaire. Et on me disait, non, ça ne marche pas. Puis deuxième banque a dit, mais si vous avez acheté pour habiter, on vous aurait financé si vous avez les frais de notaire. OK. Et donc là, ils me refusent à la deuxième. À la troisième, je dis, j'achète pour habiter, mais je n'ai pas les frais de notaire. Et au fur et à mesure du temps, à partir de la 4-5e banque, en fait, mon discours a complètement évolué. C'est ça. J'arrive, c'est pour habiter. J'achète cette maison-là, même si elle est louée, je ne le mentionne pas. J'ai un peu d'argent pour les frais de notaire, je peux les financer. Et puis à la dernière banque, une banque que je ne connaissais absolument pas à l'époque, qui est Argenta, j'y vais et puis je donne tout mon petit charabia. Ils me disent, OK, ça rentre dans nos critères. Si vous avez les 8 000 € d'apport pour votre premier bien, alors là, on vous suit. J'ai dit, bien sûr que j'ai les 8 000 € sans aucun problème, sauf que je n'avais que 4 000 à l'époque sur mon compte bancaire et j'avais 4 mois. Le délai entre mon compromis et mes actes pour trouver 4 000 €, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bossé un peu plus que d'habitude. J'étais jeune indépendant. Et donc, alors, 4 mois après, j'avais les 4 000 € de plus. Donc, le jour des actes, le notaire avait bien l'argent, sauf que je n'avais plus rien sur mon compte bancaire, quoi. Mais j'étais propriétaire. Allez, stop. Tu disais maison avec travaux. Parce que tu es bricoleur, tu as eu tendance à faire les travaux par toi-même ou tu étais directement bien entouré? Alors, bien entouré, je ne dirais pas. Par contre, j'ai un papa qui a acheté une grande maison à Liège. Donc, mon père est devenu propriétaire très tard. C'était vers passé ses 40 ans. Ah oui, donc tu n'as pas du tout un historique familial. Il n'y a personne dans mon entourage qui fait de l'immobilier, à part un oncle qui était chauffagiste, mais voilà, qui avait quelques biens, mais à qui je n'ai jamais été très proche. Mais je n'ai jamais personne que j'ai accompagné sur chantier. Et donc, mon père a acheté cette maison assez tard en tant que propriétaire, mais grosse maison qu'il a rénovée pendant 7 ans. Et encore maintenant, il y a quelques travaux, vécu dans les travaux à faire. Donc j'ai un peu vécu dans les travaux, j'ai un peu mis la main à la pâte et ça. Et je trouvais ça assez bluffant de voir ce qu'il y avait possibilité de faire dans les travaux. Et à l'époque, je n'avais pas trop le choix que d'acheter une maison un peu à réfléchir et tout ça. Et là, ce qui m'avait choqué, c'était que c'était loué comme ça. Je me dis, il y a encore la douche dans le salon. Il n'y avait rien qu'à aller dans cette baraque. Et donc, en achetant un bien qui était potentiellement à rénover, c'est ce qui me permettait d'acheter un bien moins cher et plus tard, ça, je n'étais pas encore conscient, de faire peut-être une plus-value derrière à la location. Ça te tient à cœur de le mettre à neuf, on va dire, avant de le mettre en location? Parce que, comme tu dis, il était loué avec cette douche au milieu du salon. Globalement, il aurait pu rester loué comme ça, non? Oui, alors ça me tient à cœur. Maintenant, j'aime bien proposer des biens de qualité avec des bons PEB où les gens sont contents de vivre dedans. À l'époque, je n'avais pas du tout cette conscience de l'investissement. C'était moi, je veux acheter un bien pour démontrer à mon entourage que je suis quelqu'un. Alors, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas marié, mais derrière, je suis quelqu'un qui a réussi à acheter un bien, ce qui était le cas de personne autour de moi, encore moins à mon âge. Et là, j'ai été un petit peu confronté au fait de dire je vais faire un peu de rafraîchissement. Donc, je m'arrange avec la locataire, dire écoute, je te fais une vraie salle de bain, on va créer une cloison à côté du salon, on va te faire vraiment un truc top. Sauf qu'aucune connaissance. Donc j'avais un budget de plus ou moins 15 000 € pour rénover les travaux j'avais prévu sur 4 mois. Il s'avère que finalement, le budget de travaux est arrivé à plus ou moins 45 000 €. Les travaux ont duré 1 an. La locataire... presque le prix de la maison finalement. Ah oui, à peu de choses près, c'était vraiment ça.
Mais après, il y a plein de choses qui m'avaient été cachées. Hein. C'est de l'immobilier. Des fois, on dit que c'est un peu un monde de requins. Mais l'agent immobilier m'avait caché qu'il y avait des verres dans les poutres en bois. Donc, j'ai dû arracher toutes les poutres parce qu'elles risqueraient, dans les années à venir, à s'effondrer. Sauf que je ne savais pas, mais quand on refait le sol, il faut refaire tout le plafonnage. J'ai dû refaire l'électricité. Enfin, j'ai tout refaire. J'ai eu toutes les misères du monde sur cette maison. J'ai eu des problèmes avec la fraction urbanistique parce que le toit plat, le toit de la chambre qui était toit en tuiles, je me dis, comme je refais mes travaux, je vais le remonter pour avoir une hauteur d'homme tout à fait classique. Et puis, ça me permet d'avoir une nouvelle toiture. Je devais quand même la refaire finalement. Sauf que ça, ma voisine l'a dénoncé à l'urbanisme. Donc, l'urbanisme est venu. Ça a duré des années avant que je régularise. Mon ancien locataire, j'avais dit, dans 4 mois, tu peux réhabiliter les lieux. Finalement, ça a pris plus d'1 an. Elle m'a porté au tribunal. J'ai dû lui payer. Ça a pris 2 ans et demi. C'est vraiment toutes les misères du monde que j'ai eues sur cette maison. Au moins, tu te faisais tes armes, quoi. Là, j'ai fait mes armes. J'ai eu quelques nuits blanches. À un moment, des centaines de moments, où je me suis dit, j'ai fait le pire investissement de ma vie. Heureusement, c'est une petite mensualité. J'arrivais à payer la mensualité par mois. Donc, ce n'était pas vraiment une énorme charge de crédit. Et c'est ce que je recommande maintenant à tout le monde. Acheter un bien qu'on peut financer même si on n'a pas de loyer. Ça évite de se mettre vraiment dans une grosse galère. Je pense que ça avait eu crédit à 1 200 € par mois. J'aurais été vraiment, vraiment mal. Acheter une sorte de 300 €, quelque chose comme ça, c'était pas trop grave. Je faisais un peu moins de sorties. Et voilà, donc j'ai appris un peu sur le tard. Et puis je me suis dit, OK, la maison, j'ai fait autant de travaux. Et après, travaux, elle est estimée à 130 000 €. Okay. Je me suis dit, c'est quand même une belle plus-value. Si je la revends maintenant. 45 plus 49. Je vais récupérer une histoire de 40 000 € de plus-value. C'est quand même pas mal pour avoir travaillé dedans qu'1 an de travaux. Puis 1 an et demi avec le temps que je l'achète et tout ça. Je me suis dit, c'est pas mal comme truc. Je travaille quand même beaucoup comme indépendant pour faire la même chose. Et c'est là que l'idée est venue de commencer à continuer et de faire des travaux. Je n'ai jamais acheté de bien neuf, parce qu'il n'y a pas à l'époque, et j'ai jamais acheté de bien où il n'y a pas de travaux à faire. Donc c'est devenu un peu ma signature de dire j'achète un bien que je rénove pour en faire quelque chose de mieux. Et c'est ce qui m'a permis derrière d'évoluer, parce que j'ai acheté une deuxième maison 2 ans après. Pareil, il y avait des travaux. Heureusement, il n'y avait pas de locataire dedans, c'était plus facile. 2 ans après, finalement. 2 ans après. Okay. Ouais. Parce qu'il y a eu 1 an où j'ai payé tous mes travaux. Ans, où tu te dis, OK, je dois en acheter 10 sur les 8 ans. Ah oui, c'était une lenteur épouvantable. Mais c'est toujours comme ça, c'est un peu l'effet boule de neige. Et puis j'ai fait des erreurs aussi au début. J'ai financé les travaux avec mon argent propre. Avec le recul, j'aurais dû emprunter l'achat de la maison, plus 80% des travaux. Bon, 80% des 15 000, j'aurais quand même pas eu assez. Donc, il y aurait eu quoi quand même quelque part. Mais cette erreur, maintenant, je ne la fais plus. Si j'ai des travaux à faire, je vais essayer de les financer avec la banque. Même si mon cash flow est moins intéressant, je préfère toujours garder au maximum mon cash pour des futures opérations. Du coup, premier bien, travaux, etc. Comment tu passes au deuxième, globalement? Alors, comment je passe au deuxième bien? Je recherche aussi des petites maisons, encore une fois, pas très chères, en dessous de 100 000 €, un peu dans le même acabit. Là, je m'éloigne un peu du centre parce que, mine de rien, les prix augmentent un peu et je ne retrouve pas le même genre de maison dans mon petit magazine chez ma boulangère. Et là, je trouve bien bêtement sur ImoWeb. De mémoire, affiché à 79 000 € et il avait été descendu à 49 000. Mais d'un coup, je trouvais ça dingue d'avoir une telle diminution de prix. J'ai appelé l'agent immobilier, j'ai visité. Et en fait, il s'avère qu'il y a quand même pas mal de visites. Et là, je dis, je vais faire une offre de fou. J'ai fait une offre à 33 000 € pour une maison. Oui, c'est affiché à 80 000. À l'époque, à 79, redescendu à 49 000 €. Et tu verras pourquoi après, elle a vraiment chuté le prix. Je fais une offre à 33. Tout le monde autour de moi, mon père compris, et me dit, mais non, tu aurais dû faire une offre plus élevée. Tu ne vas jamais avoir l'acceptation. Je dis, au pire, j'ai un non. Au mieux, j'ai une contre-proposition. Et en fait, le mieux du mieux, c'est que j'ai eu un accord à 33 000 €. Et le jour des actes, donc à l'époque, ça se faisait encore en face à face, moi, je demande à la propriétaire devant le notaire, mais pourquoi vous avez accepté mon offre? Elle dit que je veux être certain que l'argent arrive à mes enfants avant ma mort. Voilà, encore une fois, une histoire de famille. Elle ne voulait pas que ce soit des... Je ne sais pas comment elle a réparti l'argent derrière, mais il y avait des problèmes de famille et de ça. Et donc, elle a préféré avoir 33 000 maintenant que sa succession se batte pour peut-être 80 000 € à se diviser en valeur de maison. Et elle avait 82 ans, là, madame. Ah oui. Ça veut bien qu'il ne reste pas encore 10 ans, quoi. Ou elle est peut-être encore là aujourd'hui. Je ne sais pas. Ok, donc une belle affaire. De nouveau, une maison à rénover que tu rénoves. C'est ça, sauf que là, je ne ferai pas les mêmes erreurs que j'ai fait pour la première. La première, j'avais un peu des standards que mon père m'avait un peu inculqué. Par exemple, quand on met une nouvelle installation de chauffage, on encastre tout dans les murs, on ne met rien d'apparent. On fait vraiment des trucs très bien, du carrelage au sol, des choses comme ça. Ici, c'était des planchers en super bon état. Je n'ai pas fait l'erreur 2 fois. Je les ai vérifiés. Ils sont bons. J'ai remis du parquet flottant par au-dessus. Donc, j'ai économisé le fait de devoir carreler avec du parquet flottant. Ça, je le sais faire moi-même. J'ai mis une cabine de douche. Dans 2 coins de la maison,
il y avait des gaines techniques. Mais en fait, ça me faisait passer tous mes tuyaux d'eau, tous mes tuyaux de chauffage. Et quand ça arrivait dans les pièces, c'était un tuyau apparent. Alors, c'est moins esthétique, mais c'est beaucoup moins cher et je n'ai pas dû toucher à tout ce qui est la maçonnerie, le plafonnage et tout ça. Et là, les travaux, je les ai fait en moins de 6 mois, 5 mois de mémoire. Et là, j'avais réellement respecté un budget de 15 000 euros. Et c'est devenu ma première résidence principale. D'accord. On avait acheté à deux à l'époque. Ça faisait 5 ans et demi qu'on était ensemble. Le jour de 7 ans, on se sépare. 6 mois après avoir rentré dans la maison. Mais on s'entend encore très, très bien aujourd'hui. Et là, petit couac, c'est qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai mon target d'acheter 10 maisons avant mes 30 ans. Vous l'avez acheté, l'acte, il est à vos deux noms. À nos deux noms. Et là, donc, il a été vraiment super cool parce que je lui ai dit, j'aimerais bien racheter ta part, mais actuellement, je n'ai pas l'argent. Il dit, pas de problème, écoute, prends le temps qu'il faut. Moi, je retourne vivre chez ma mère. Des ex comme ça, hein. Oui, surtout, on est encore très vieille. J'étais à son mariage l'année passée, donc c'était super chouette. Et donc, je retourne vivre chez mes parents. Et c'est là aussi qu'il y a un déclic. Je dis, mais en fait, il ne faut pas que je vive dans ma résidence principale parce que je n'ai pas de revenus locatifs. La maison, je la remets en location directement. Je crois qu'elle louait 745 euros. Enfin, j'en fais vraiment une super plus-value par rapport à un crédit qui était de 250 euros. Vraiment encore ridicule. Acheter 33 000 euros. Et donc, voilà. Et donc, 7 mois après, j'ai suffisamment d'argent pour racheter sa part. Et là, j'ai une reconnaissance, entre guillemets, éternelle parce que j'ai juste racheté ce que ça lui avait coûté en frais de notaire. Et les frais qu'il y avait eu, on ne s'est pas basé sur le prix de la valeur expertisée. Okay. Et donc, finalement, j'ai racheté ça pour une bouchée de paie, moins de 10 000 euros. La différence, parce qu'on n'avait même pas encore 1 an et demi de remboursement. Et donc, ça, c'était super cool. Sauf que moi, la maison était évaluée quasiment 4 fois son prix. Et encore une fois, j'ai pu racheter autre chose avec la plus-value de la maison. Et c'est là où, entre guillemets, l'effet boule de neige a commencé. Je me suis juré de ne plus jamais rien acheter à deux. Ça, voilà, c'est plus facile. Et puis, quand j'ai vite compris que les banques, comment elles fonctionnaient, si le crédit, on l'achète à deux, la charge est sur chaque personne. Donc, si à 1 000 euros de crédit, la banque considère que chacun a une charge de crédit de 1 000 euros. Sauf que si un loyer de 1 200, la banque ne se dit pas chacun a 1 200 de loyer. Elle se dit, ah non, c'est divisé par deux, 600 euros chacun. Donc, il y a une perte dans des deux côtés. Donc, je n'achèterai plus à deux. Donc, il vaut mieux finalement chacun acheter ses biens et puis... Moi, c'est ce que je recommande. Soit on achète tout à deux, soit tout séparément. Alors, on peut être très amoureux, on peut avoir sa résidence principale, soit en location, soit un des deux en est propriétaire, et le reste, chacun achète son parc immobilier. En cas de souci, c'est toujours plus simple. Et puis, les loyers sont toujours reconnus ensemble par la banque. Et puis voilà, peut-être qu'il y en a qui va faire moins de projets, plus de travaux, peut-être acheter à l'étranger. Chacun gère un peu son business. Et en tout cas, moi, ça a été une grande leçon. Et heureusement, ça arrivait au bien deux et pas après avoir acheté 5 biens ensemble où là, c'est plus compliqué à refinancer, quoi. Je ne sais plus où j'ai entendu ça de ta part qui disait c'est le premier achat qui est difficile et puis après les autres s'enchaînent assez vite. Ça s'est confirmé, j'imagine, pour toi. Premier un peu plus compliqué, tu fais tes armes. Le deuxième déjà plus simple. La suite a roulé. C'est ça. C'est un peu ça. En fait, le premier est difficile à acheter si on annonce que c'est de l'investissement parce que la banque elle doit quand même protéger ses intérêts. Elle dit ok, il n'a pas beaucoup de fonds propres, il n'a jamais fait d'immobilier, il n'est pas du tout formé là-dedans. Moi, j'ai toujours aucun diplôme, même dans l'immobilier. Je ne suis pas professionnel de l'immobilier, je n'ai pas fait l'IPI, je n'ai rien fait de tout ça. Et donc la banque va dire ok, je vais devoir miser sur un petit jeune entre guillemets qui se lance là-dedans, alors qu'à l'inverse, si j'annonce, et c'est ce que j'ai fait, que j'ai habité dedans, il n'y a pas ce côté investissement. Sauf que quand les travaux sont finis, regardez, et ça c'est très simple, on voit les expertises. Avant achat, après achat, il y a une grosse différence. On voit la qualité un peu des travaux qui sont faits dedans. Pour la deuxième maison, c'est pareil. J'ai encore annoncé que j'allais habiter dedans, sauf que j'ai réellement habité dedans pendant 6 mois. Mais après la troisième, c'est plus facile de dire, là, j'achète pour de l'investissement. Regardez déjà ce que j'ai fait dans les deux autres projets. Entre guillemets, vous prenez moins de risques. Ils ont ton historique finalement maintenant. Oui, et je pense que j'ai dû annoncer 7 fois à la banque, à des banques différentes, que j'allais emménager dans les maisons. Donc, c'est chaque fois plus facile. Tu fais chaque fois ton crédit dans des banques différentes ? C'est le gros problème des banques. C'est que les banques, en tout cas pour ma part, ne m'ont jamais suivi dans tous mes projets. Et chaque fois pour des motifs différents. Vous êtes trop jeune, vous êtes indépendant. Monsieur Schmitt, vous avez déjà acheté 3 biens cette année, c'est quand même beaucoup, il faudrait faire attention. Ok, d'accord, très bien. Écoutez, je vais voir vos concurrents. Je vais aller donner mon argent ailleurs. C'est ça. J'ai jamais une banque qui m'a suivi. Et encore maintenant, j'ai ces problèmes-là avec mes sociétés. Si je pouvais acheter 10 projets identiques avec la même banque, j'aimerais bien. Mais chaque fois, on me reçoit les mêmes motifs un peu différents. Oui, mais Laurent, là, tu as déjà acheté le mois passé. Il faut attendre que les travaux soient finis. Ok, mais l'affaire, elle est là. C'est maintenant que je vais la financer. Donc, on y va. Donc, pour l'instant, je travaille avec plus ou moins avec 3 gros partenaires financiers. Et chaque fois, des moments différents, des projets différents. Mais j'ai créé plusieurs sociétés aussi immobilières parce qu'une était à chaque fois bloquée parce que j'allais
pour eux, trop vite. Je prenais trop de risques. J'ai dû des fois faire des électrocardiogrames, des prises de sang, analyse d'urine, parce que, je sais pas, je devenais une trop grosse charge pour les assurances. Okay. Et ils voulaient être certains que je sois en bonne santé, que je fume pas. D'où l'avantage finalement de commencer tôt. Hein. De commencer très tôt et d'avoir des primes déjà assurance. Tu arrives à tenir tes 10 achats en 8 ans finalement? Écoute, je suis tellement focus sur le fait d'acheter et que c'est 30 ans mon target. Alors, ça serait faux de te dire que je ne faisais pas attention à ce que j'achetais. Je faisais très attention. Mais le jour de mes 30 ans, j'avais signé 16 unités. Alright. 16 unités en location. Donc, quand j'avais acheté un immeuble de 4 apparts, ce n'est pas une unité, c'est 4 unités urbanistiques. Et pas comme certaines personnes, ce n'était pas une colocation, 4 chambres, c'est 4 unités. Non. Une habitation cadastrale, c'est c'est 1, on va dire. Et donc, moi, j'avais été arrivé à 16 le jour de mes 30 ans. Et d'ailleurs, le jour de mes 30 ans, j'étais là, waouh! Putain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai le premier, entre guillemets, à un peu me la raconter. Et maintenant, tout ce que j'ai concrétisé dans ma vie, tout ce que j'ai dit, je l'ai fait. D'une façon ou d'une autre, j'ai toujours réussi à tenir mes objectifs. Et dès le départ, si je sais que je ne vais pas le tenir, je ne lance pas, quoi. Okay, t'es plutôt... Mais là, c'était le plus gros de ma vie. Ouais. J'imagine. Il y a des erreurs que tu as fait, outre finalement les travaux de ton premier, sur lesquels tu dis oui, never again, ou tes plus gros learning sur ton parcours d'investisseur? Alors, le plus gros, tu l'as dit, c'est le fait d'avoir financé en fonds propres mes travaux. C'est ce qui m'a empêché d'enchaîner plus rapidement. Des erreurs, j'en ai fait vraiment beaucoup. J'ai fait beaucoup de confiance à des entrepreneurs qui, quasiment dans 100% des cas, m'ont eu, que ce soit par respecter les délais, par respecter les budgets, ou alors faire un peu des malfaçons un petit peu camouflées et des choses comme ça. Dans les autres erreurs que j'ai pu commettre autour de moi, je me rappelle d'un projet il y a déjà très très longtemps. Il y avait un lot de 5 garages à vendre, un peu sur la hauteur de Liège, et ça à vendre. Je peux l'avoir pour quasiment une bouchée de pain. Je crois que j'ai payé 15 000 € le garage fermé. Et moi, j'avais un projet de fou. Je voulais raser, construire un immeuble, une vue de dingue. Alors, je n'étais pas du tout dans la promotion immobilière, je n'ai jamais fait ça, mais je voyais le potentiel de dingue. C'est comme si j'arrivais et qu'il y avait tout l'immeuble qui se dessinait dans ma tête. Là, tu vois. C'était vraiment un truc impressionnant. C'est la première fois que j'ai ça. Et moi, qu'est-ce que j'ai comme bonne idée? C'est de tout expliquer au vendeur. Et le vendeur dit, ok, ouais, c'est génial, c'est pas bête. Puis regarde, là, si tu construis, tu fais toujours des garages au-dessus, mais regarde la vue que tu auras sur Liège, ça va être incroyable, 2 penthouses de dingue, ça, une valeur de fou malade. Ok. J'envoie mon offre, il me dit, je dois en parler justement, c'était une succession, ils étaient 3, je dois en parler avec ma tante, je sais plus qui. Je n'ai pas de nouvelles, et puis 3 semaines après, je relance, il dit, mais finalement, ton idée me plaisait, et finalement, en fait, je vais réaliser le projet. Et là, c'était une baffe monumentale, et je me suis dit, waouh. Ok, j'ai trop parlé. J'ai beaucoup trop parlé. Et encore maintenant, des fois, je trouve que je donne beaucoup trop d'infos. Et j'essaye vraiment, je me soigne. Donc, c'est une grosse erreur, c'est des fois de trop parler de ces projets. Alors, au niveau des proches, ça leur fait vite peur. À chaque fois que je dis à ma mère que j'achète un bien, elle me dit, mais pourquoi encore maintenant? Il n'y a pas ce suite, je vais dire, ok, il est habitué, il est expert là-dedans. Et puis, des fois, oui, quand j'arrive et dire, moi, je ferais ça. En fait, c'est pas con. Et derrière, voilà, on me pique le projet, quoi. Ouais, j'imagine. Tu restes dans une stratégie à la garde ou parfois, finalement, dans cette période de 8 ans ou même a posteriori, tu gardes constamment tes investissements immobiliers ou il y a parfois où tu fais des opérations achat-revente, etc. Alors, en privé, j'ai jamais eu l'intention de revendre parce qu'encore une fois, je n'étais pas formé à ça. On ne parlait pas d'achat-revente à l'époque comme on en parle maintenant. Ça s'est ultra fort démocratisé il y a les 4 dernières années. Moi, c'était vraiment l'idée de me dire, je vais m'assurer une sécurité financière. Si demain, je deviens invalide, on ne sait jamais ce qui peut arriver, un accident, quelque chose. Si demain, j'ai plus envie d'être indépendant, si demain, je veux complètement changer d'activité, j'ai toujours ce rêve de vouloir voyager. Pour voyager, il faut de l'argent, sauf qu'en voyage, pour faire de l'argent, il faut travailler. J'ai du mal à concevoir les deux ensemble, voyager et travailler, donc ça ne me parlait pas trop. Donc tout ce que j'ai acheté au début est à la garde. D'accord. La maison, je te disais, ma toute première maison que j'ai vendue l'année passée, c'est un peu par hasard parce que là, j'ai un investisseur qui a également voulu l'acheter. Et puis je me dis, ok, elle a fait son temps, il est temps de s'en séparer. C'était une petite maison. Là, maintenant, j'achète plus de maisons, j'achète que des immeubles. Donc il était temps, entre guillemets, qu'elle parte. Ça a refait des liquidités. Et en société, par contre, là, effectivement, je fais de l'achat-revente. Donc j'ai créé ma première société en 2020. Donc c'est que 5 ans, ou déjà 5 ans, ça dépend comment on le voit. Entre-temps, il y en a 5. Là, je suis en train de regarder pour acheter une 6e, une société qui est déjà bien implantée à Liège. Et là, c'est devenu tout naturellement. Parce que pour une question de fiscalité, je veux faire les choses entre guillemets dans les règles. J'achète, je vends, je paye de l'impôt, j'ai aucun problème avec ça. Ce que je ne fais pas du tout en privé. Ce que j'achète en privé, c'est pour garder. Je veux des biens qui sont tout à fait bons. Il y a 80% de mon parc qui est en PEBB. Donc, j'ai vraiment des
des beaux biens qui sont bien loués. Je n'ai pas de chômage locatif depuis 2015. Ça fait 10 ans. Alors, j'ai des petits retards de paiement parce qu'il y en a un qui n'a pas eu ceci, pas eu ses congés payés, des trucs comme ça. Mais j'ai aucun loyer impayé. Je suis ultra méticuleux sur le choix des locataires quand c'est moi qui les choisis et quand je travaille avec des agences, parce que maintenant j'ai quasiment 80% aux agences. Je suis très méticuleux à ce qu'elles choisissent bien les locataires. Comment tu choisis bien le locataire? Parce que c'est vrai que c'est une de mes futures questions, mais de se dire, une des raisons numéro 1 que le Belge n'investit pas dans l'immobilier, c'est justement cette peur de se faire avoir par son locataire qui ne paye pas, etc. Tu dis, oui, bien choisir à la base son locataire. Comment tu peux anticiper ce genre de choses? Alors c'est très compliqué, j'ai pas de clé, j'ai pas de secret ou quoi à donner. Le feeling, ça c'est toujours sûr, c'est comme tout. Tu rencontres tous tes locataires? À l'époque, je rencontrais 100% des locataires. Okay. Maintenant, je ne rencontre plus aucun parce que je ne gère plus. Enfin, il me reste que 9 locataires que je gère moi-même. Tout le reste, c'est géré par des agences. À l'époque où je choisissais moi-même les locataires, mais je pense que déjà, il faut qu'il y ait un match. C'est un peu comme quand tu rencontres un garçon ou une fille. Si dès le départ, tu dis ouais, je ne le sens pas, il y a un truc qui ne va pas, il ne faut pas chercher, même si la personne elle te dit je peux payer 1 an de loyer d'un coup, s'il n'y a pas le feeling, il ne faut pas y aller. Et je ne sais pas, directement, j'étais très cool avec les locataires. Je dis voilà, moi je suis le meilleur propriétaire du monde, je vais tout faire pour que tu sois bien. Si la chaudière, entre guillemets, demain a un problème, dans les 24-48 heures, tu auras quelqu'un qui sera là, peu importe le prix que ça va me coûter, même si on est en plein hiver. Par contre, à côté de ça, si dans les 24-48 heures, tu es en retard de paiement, je serai le premier aussi à être présent. Et ça, je pense que, je sais pas, ça rassure un peu les locataires et ceux qui ont essayé un petit peu de faire des trucs un peu bizarres. Oui, mais c'est quelqu'un qui va payer ma caution, des choses comme ça. Next, j'ai certains appartements, il y en a un auquel je pense, qui est resté 4 mois libre de location. C'est jamais arrivé dans mon parc immobilier. De base, j'ai jamais de chômage locatif. Mais pour celui-là, il n'y avait pas le feeling sur le locataire qui venait. J'ai fait 2-3 petits travaux, 2-3 petites décos de pâture. Et directement, là, 3 locataires se sont présentés. Il y en a un qui est sorti du lot. J'ai dit, OK, là, il y a un truc. Mais pendant 4 mois, j'ai accepté de ne pas avoir de loyer plutôt que de mettre le premier venu qui venait et qui, je sais pas, il n'y a pas le feeling, il n'y a pas le... Alors qu'il y avait garant et tout ce qui allait derrière, mais je sais pas, il n'y a pas eu le truc. Et donc, je touche du bois pour l'instant. Toujours pas de loyer impayé. Non, c'est impressionnant. Et tu disais justement que beaucoup de gens ont peur d'investir parce qu'il y a peur d'avoir des loyers à payer. Les statistiques sont là. Il n'y a que 3% des locataires, c'est-à-dire qu'il y en a 97% qui ne posent pas problème. Et dans les 3%, ce n'est pas 3% de locataires qui ne payent pas, c'est 3% de locataires à qui il y aura des problèmes. Soit d'impayés, de dégradation ou qu'un bail soit coupé en plein milieu de trucs. Alors, dans la majorité des cas, ce n'est pas la dégradation ou des loyers à payer, c'est la personne qui dit après 1 an et demi, ben là, moi je pars de mon bail alors que finalement elle ne peut pas partir comme ça. Entre nous, si tu retrouves un autre locataire ou que la personne retrouve un autre locataire, c'est pas vraiment dommageable pour toi. Et puis, il y a les 2 autres où effectivement des loyers impayés et des dégradations, j'allais te dire, et au moins 100 biens, et tu verras qu'il y a 97% de tes biens où on ne va jamais t'appeler. Tu disais que tu étais passé en société seulement en 2020. Jusque-là, du coup, tu as des dizaines de biens qui sont gérés en tant que personne privée. C'est ça. C'est ça, ok. Ouais. Et qu'est-ce qui... Et pour toi, le déclic de passer en société? Encore une fois, la banque qui me dit, là, vous commencez à faire beaucoup d'opérations en privé. On a combien de biens, plus ou moins, dans ton portefeuille, dans ton parc? À ce moment-là, je dirais un peu plus d'une vingtaine, moins d'une vingtaine maximum. Je n'ai pas été au-dessus. Et encore maintenant, j'ai quelques biens en plus en privé, mais des biens vraiment plus qualitatifs. Mais les petits biens, on va dire ça comme ça, sans jugement. Je n'ai pas de studio en privé, j'ai plus de petites maisons, il m'en reste une. Tout le reste, c'est que des immeubles. Okay. Donc, vraiment, il y a un nettoyage, si je peux dire ça, de mon parc immobilier pour avoir des trucs plus costauds, mais avec moins d'unités. Et alors, en société, c'était vraiment acheter un immeuble. Puis là, je dis, il y a vraiment un potentiel de le revendre. Et c'est là où je me suis dit, je vais directement passer en société. Je ne vais pas commencer à faire des montages en privé, des trucs, ça ne me parlait pas. Et puis, il y avait encore cette flamme à l'intérieur, de dire j'ai envie de faire ça plusieurs fois. D'accord. Pas juste de faire un achat-revente. Et là, quand on parlait avec ton comptable, donc j'étais toujours indépendant, j'avais une société aussi à côté qui n'avait rien à voir avec l'immobilier depuis 2015. Là aussi, il commence à avoir de l'argent dans la boîte. Je dis, j'ai envie de faire quelque chose de cet argent. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas ouvrir un Xème commerce. Allez, on ne lancerait pas un projet immobilier. Et puis, entre guillemets, ça s'est lancé là-dessus, quoi. Et au début, c'était que de l'achat-revente. Puis, récemment, donc il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, je ferais une société patrimoniale où j'achète des biens que je garde, qui ne sont pas du tout prévus à la revente. Et donc, c'est pour ça que j'ai plusieurs sociétés immobilières d'achat-revente et plusieurs sociétés immobilières
avec du patrimoine. Je ne m'y connais pas du tout, mais du coup, il vaut mieux que chaque société ait vraiment un objectif, c'est-à-dire que tu ne pourrais pas mélanger société patrimoniale et société d'achat-revente. Je pourrais le faire, c'est juste que quand je vois les dossiers bancaires, des fois que je dois monter pour arriver et expliquer que celui-là, finalement, je vais le garder. Oui, mais la banque, elle dit, oui, mais là, il y a 3 ans, regarde, tu as acheté ce bien-là, mais tu l'as revendu dans les 6 mois chez nous. J'ai eu le cas avec, à l'époque, AXA qui est devenu Crélan. Où ils me disaient, oui, mais là, tu nous avais annoncé que tu le gardais, finalement, tu l'as revendu. J'ai dit, oui, mais bon, si je vous disais que c'était pour revendre, vous ne m'aurez pas financé. Il dit, oui, mais pourquoi tu n'as pas fait une société que de marchand de biens? J'ai dit, ok, alors maintenant, c'est réglé. Donc, je pense que c'est plus facile d'avoir chaque société. Et puis, mine de rien, j'anticipe quand même l'avenir. Je ne sais pas où je serai dans 10 ans, mais c'est bien un truc que j'ai appris, c'est que c'est toujours plus facile de revendre une société qui a une valeur de 2-3 millions d'euros qu'une société qui a une valeur de 30 millions d'euros. Tu trouves moins d'acquéreurs. Donc je préfère avoir peut-être 10 sociétés qui valent chacune 3-4 millions d'euros que d'en avoir 2 grosses qui valent chacune 25 millions d'euros. C'est comme finalement l'immobilier de nouveau. C'est plus facile de revendre un appartement à 200 000 hein, que de revendre un truc à 1,4 million. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est une stratégie comme une autre. Alors, je paye plus de frais de comptable. C'est des fois, les banques disent, mais t'as combien de sociétés? J'y attends. Moi-même, je dois un peu des fois réfléchir. Et voilà, j'ai fait un petit PowerPoint maintenant pour expliquer tout. Donc, j'envoie ça à la banque. Et ok, ça, on comprend. Puis, comme j'essaye de travailler toujours avec les mêmes partenaires financiers, ça va, ils savent que normalement, je sais ce que j'avance. Oui, on dirait. Aujourd'hui, comment tu évalues le potentiel d'un bien d'être un bon investissement? De nouveau, c'est du feeling hein, où il y a quand même quelques green flags, red flags dans tes futurs achats? Alors, mes balises, elles sont pas très compliquées. Je vais toujours faire attention à la localisation. Moi, j'essaie toujours de jamais avoir un bien qui est à plus de 20 minutes de chez moi en voiture. D'accord. J'ai envie que si une fois il y a quelque chose, je puisse aller le voir, même si c'est en agence. J'aime bien aller voir mes biens immobiliers. Je pense que ça fait partie de mon patrimoine. C'est comme certains qui ont des belles montres. Ils aiment bien avoir leur montre, même si elles sont des fois au coffre. Les voir, c'est rassurant. J'ai eu des biens plus loin que ça, que finalement j'ai revendu en société parce que c'était trop loin, ça ne me plaisait pas, je ne maîtrisais pas très bien. Et alors j'ai un critère que j'essaye, dans la majorité des cas, de respecter. J'essaye de ne jamais acheter plus de 50 000 € la chambre, travaux compris. D'accord. Alors, si demain, un agent immobilier, ça arrive régulièrement, m'appelle, il me dit voilà, j'ai une super pépite, tu as 130 000 € à Liège pour 2 chambres. Je dis ok, de base, ça part mal. S'il me dit en plus, il y a des travaux et tout, ça part mal. Par contre, s'il me dit bah écoute, ça a 2 chambres, mais ça a penthouse et il y a 2 places de parking, ok, là, il y a un petit switch, pourquoi pas. Là, récemment, on m'a proposé 5 studios près de la gare des Guillemins à 233 000 €. Mais j'ai dit ok, là, j'y vais. Je suis à plus que 50 000 € la chambre. Non, et encore, non, je suis encore même dans. Je suis à 36 000 € le studio. Enfin, je sais plus, j'ai fait 46 000 € le studio de mémoire. Là, j'ai été direct. Le même immeuble, on me le propose à 300 000, j'irai quand même. Je suis à plus de 50 000 € la chambre parce que c'est des studios indépendants. J'avais les permis, enfin, tout était en règle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et puis, il y a toujours ce côté feeling. J'y vais, ça me parle pas. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dedans. Déjà, il faut qu'ils soient conformes urbanistiquement. J'ai acheté plusieurs biens qui n'étaient pas conformes. Je sais ce que je dois plus ou moins faire pour avoir une autorisation à la ville. Et si je ne le sens pas trop, je n'y vais pas. Si c'est une maison de 200 mètres carrés avec 4 appartements, je sais que je n'aurai jamais de permis d'urbanisme. Ça ne passera jamais. En tout cas, pas pour 4 unités, ça c'est certain. Il y a l'expérience maintenant qui est là. Évidemment. Et à travers mes formations, IMO Academy et tout ça, j'essaye de transmettre au maximum mon regard, ma vision et tout ça. Mais c'est clair que ce n'est pas toujours évident. Et là, souvent, ce que je fais dans IMO Academy, je propose aux participants de venir voir une visite de chantier. D'accord. Bien. C'est compris dans le coaching. Oui, c'est ça. Okay. Certains biens que je rénove, des fois où je suis dedans, des fois c'est des entrepreneurs. Et souvent, je les fais venir au tout début. J'ai eu les clés il y a une semaine, on a un petit peu dégagé, on a nettoyé. Venez voir. Et là, ils sont là. J'aurais jamais acheté ça. Oui. Ok, ça, c'est mon prix d'achat. Voilà le budget de travaux que je vais provisionner là-dessus. Je le respecte quasiment jamais. Ça sera 10% ou 20%. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est toujours un peu plus, parce qu'il y a toujours une petite surprise. Mais bon, je sais qu'il y a cette surprise. Donc, elle n'est pas budgétisée, mais je sais la financer. C'est pas comme avant où je savais pas la budgétiser et je savais pas la financer. Donc, c'est un peu, des fois, j'ai eu une maison où j'ai attendu 4 mois pour refaire du cash pour aller terminer quelques travaux qu'il y avait dedans. C'était comme ça à l'époque, en 2018. Et ils viennent, et puis ils reviennent à la fin ou pendant le chantier. Et c'est là, je trouve ça qui est vraiment intéressant. C'est qu'ils disent « Ah ouais, moi, j'aurais jamais fait ça » ou « Je pense pas que j'aurais fait ceci, pas fait cela ». Et je trouve ça très intéressant parce que je dis voilà le budget que je vais allouer à la cuisine. La salle de bain, elle est ici en bas, c'est pas efficace, il y a moyen de la mettre en haut, mais si je la mets en haut, il y a tous ces problèmes d'égouttoirs et ça qui vont arriver. Et donc derrière, les participants sont là « Écoute, merci parce que ce genre de bien, je l'aurais jamais visité.
Et finalement, là, il y a une maison que je leur ai montrée il y a deux semaines. Si tout se passe bien, j'ai une marge de plus-value sur la maison de 100 000 euros après travaux. Okay. Sur un bien que j'ai acheté 80 000 euros qui était à vendre sur Marketplace, sur Facebook. De base, je n'achète pas sur Marketplace, je n'achète plus sur les réseaux. C'est un entrepreneur qui m'a envoyé, il me dit, écoute, il y a ça à vendre, affiché 120 000. J'ai pas forcément envie, c'est plus ou moins dans ma zone, mais voilà, on va voir. Et en visitant, je me dis, il y a quand même du potentiel. Bon, il n'y a pas de jardin, mais je vois que le voisin a un gros jardin. On ira négocier une partie du jardin, mais ça, c'est un deuxième temps. Et puis, je dis, OK, mais allez, moi, si j'y vais, je mets 80 000. Et je joue toujours comme ça quand je visite. Et le gars dit, faites toujours votre offre. C'était la clerc de notaire qui représentait un monsieur malade. Et dans ma tête, c'est, OK, si je le touche à 100 000, cet immeuble, à cette maison, je suis content. Je sors de là, je fais mon offre, je l'envoie. 2 jours après, on m'appelle, voilà, votre offre a accepté à 80 000. Mais je dis, mais ils n'ont même pas fait de contre-proposition. OK, j'achète la maison à 80 000. Et effectivement, j'estime à 45 50 000 de travaux. Ma petite idée d'aller voir le voisin, ça a fait son chemin. J'étais voir le voisin, j'ai dit, écoute, voilà, je vais acheter la maison, c'est en cours. Voilà, ton jardin est quand même un peu grand. La palissade, au culot. Ta palissade, regarde, elle est toute pourrie. C'est une palissade commune, donc on va devoir la changer à 2. Est-ce que tu as déjà un peu le budget? Il me dit, non, moi, j'ai plus trop d'argent pour mes travaux. Enfin, j'ai fait mes travaux, donc ça ne m'intéresse pas. Je dis, mais écoute, ton jardin, il fait 600 mètres carrés. Est-ce que ça te dérangerait de m'en vendre, je sais pas, 150? Il me dit, mais tu veux quoi? OK, si tu me dis tu veux quoi, c'est qu'il y a déjà une ouverture. Finalement, elle n'a pas accepté 150 parce que ça allait trop loin sur sa limite de propriété. J'en ai acheté 100. C'est déjà pas mal. C'est toujours en cours. Là, je suis en train on a fait la division, tout est en cours. Sauf que moi, la valeur de ma maison, elle a peut-être pris, 15-20%. Donc, cette maison qui avait une baie de terrasse, qui serait plus un balcon qu'autre chose, se retrouve avec un terrain de 100 mètres carrés. Voilà, je dis ça, vous voyez, la maison n'a pas de jardin, c'est une maison de 3 chambres, donc destinée à une famille. Il n'y a pas de jardin. Maintenant, j'ai le jardin. L'agent immobilier qui va être sur le coup m'a dit, tu as fait l'affaire du siècle. Non, j'ai juste réfléchi. Quand tu as 600 mètres carrés de jardin pour une petite maison, le gars a une maison de 2 chambres, j'ai essayé, ça a marché. Pour le même prix, ça ne marche pas et c'est pas grave. La maison était quand même rentable. Et donc, c'est ce qui va faire que je vais pouvoir faire une marge peut-être de 120 000 euros sur cette maison. Et ça, c'est en société, prévu pour la revendre. Je n'ai pas envie de la garder. Et voilà. J'ose espérer que si tu as lancé Imo Academy, c'est que tu crois toujours que c'est possible en 2025 de devenir rentier grâce à l'immobilier. Mais globalement, est-ce que tu n'as pas été porté par un contexte qui était quand même plus favorable, on va dire, l'immobilier en 2000, t'as dit 2013, moi, c'est en 2013, le premier crédit que j'ai fait. On était quand même sur des taux qui étaient plus intéressants, des prix qui étaient plus intéressants. Tu penses que c'est toujours possible aujourd'hui de faire les opérations que tu as eu l'occasion de faire? J'ai l'impression que ce que j'ai fait moi, donc pour avoir une liberté financière, il m'a fallu 7 ans. Donc c'est vraiment le jour de mes 30 ans où je me suis dit, avec 16 biens, OK, financièrement, je peux arrêter de bosser, ce que je n'ai jamais fait, j'ai toujours bossé. Je pense que c'est plus facile maintenant qu'avant. OK. Parce qu'à l'époque, effectivement, on avait des taux plus intéressants. Mais à l'époque, les plus jeunes vont peut-être un peu se moquer, mais il n'y avait pas de conférence, il n'y avait pas de coach immobilier, il n'y avait pas Imo Academy, il n'y avait rien de tout ça. Donc, entre guillemets, si tu voulais apprendre, moi, j'ai appris l'immobilier en regardant des vidéos de Castorama qui t'expliquaient comment monter une douche, des petits fascicules qu'il y avait chez Brico, que tu pouvais lire, des trucs comme ça. Il n'y avait personne qui te prenait par la main ou qui te faisait une heure de coaching ou des conférences à 10 balles, qui disait voilà comment il faut faire et puis, entre guillemets, lance-toi. Moi, je me suis un peu lancé par hasard dedans. Donc, je dirais que c'est plus facile maintenant. Et si les taux sont effectivement moins intéressants, le cash flow moins intéressant, mais sauf que les loyers qu'on réclame à l'époque, c'est plus du tout les mêmes qu'on réclame maintenant. La maison à l'époque que je jouais 545 euros à ma première locataire, même si la maison était toute pourrie, la même maintenant, tu es à 650 euros, donc il y a 100 euros de plus pour une maison qui était sans travaux, sans rien du tout. Donc finalement, ce que ça te coûte en crédit, tu le répercutes sur le loyer. Les bailleurs consolident, on est à chaque fois les grands gagnants. Demain, une inflation, on est content, on se frotte les mains. Et si tu manques de liquidité maintenant, c'est plus ancré dans la tête des gens, peut-être de faire une levée de fonds, peut-être qu'une mamie ou un voisin ou n'importe qui peut s'associer avec toi pour te prêter les sous, parce qu'ils voient sur Internet, sur les podcasts, que l'immobilier, ça rapporte de l'argent. À l'époque, moi, on n'entendait que dalle. C'était réservé à une élite qui n'en parlait pas. Moi, je me rappelle les banquiers que j'allais voir, qui disaient « Allez, dégage, gamin, laisse ça aux grands qui ont des sous. » Là, maintenant, entre guillemets, et je fais partie un peu des gens je suis très, très honoré et très content de ça, qui ont démocratisé le marché immobilier, parce que pour moi, tout le monde ne peut pas devenir libre financièrement, parce que tout le monde n'est pas prêt à faire 70 heures semaine de travail, tout le monde n'est pas prêt à prendre les risques comme j'ai pu les prendre, mais tout le monde est capable de terminer sa vie avec 3-4 biens en portefeuille. Et quand tu as 3-4 biens, ta résidence comprise, quand tu es pensionné, honnêtement, tu as une vie un peu différente, quoi. Et c'est ce que mon père me répète systématiquement. Mon père est propriétaire de sa résidence principale qu'il a fini de payer à 5 ans, donc là, il est pensionné depuis 3 ans maintenant.
il ne serait pas contre qu'il y ait 3-4 loyers qui tombent à droite à gauche. Sauf que c'est trop tard, il n'a pas fait les risques et les projets à l'époque. Et donc maintenant, il se dit, ah ouais, si je pouvais avoir un petit 2 000 € par mois en plus, ce ne serait pas craché dessus. Et quand tu as 3 biens, tes 2 000 €, tu y es vite. Hein. Tu y es vite, oui. Démarrer le plus tôt possible, du coup? Le plus tôt possible. Moi, ce que j'essaye d'enseigner vraiment à tout le monde, le premier projet doit être absolument signé avant 30 ans. Ok. Ça permet d'avoir un crédit sur 25 ans. Ça permet de payer des assurances vraiment c'est assez ridicule, les montants qu'on paye par rapport à une personne qui est plus âgée. Puis mine de rien, si tu achètes ton premier bien à 27 ans, on va dire, que le premier bien se passe bien, les travaux se passent bien, c'est pas ta résidence principale, tu restes chez papa-maman ou tu restes dans une coloc ou tu loues un truc, un studio, peu importe. Si ça se passe bien le premier, dans 2 ou 3 ans, tu peux déjà acheter le deuxième. Donc le jour de tes 30 ans, tu as déjà 2 biens. Tu as déjà beaucoup plus que la majorité des Belges. Alors on dit que le Belge a une brique dans le ventre, mais le Belge il a une brique dans le ventre. On ne dit pas le Belge il a des briques dans le ventre. Il en a une souvent, il a un bien. Il est souvent propriétaire du bien dans lequel il habite. Mais si déjà tu sais avoir 2 biens et puis tu dis, bon allez, c'est pas pour moi, c'est quand même un peu de gestion, moi je suis très bien avec mes 2 locataires, achète le 3e bien et on en reparle dans 25 ans, tu seras très très content d'avoir acheté tes 2 biens il y a 25 ans. Parce que maintenant, tu peux soit t'en vendre un et t'acheter ton camping-car de tes rêves, ou te dire j'en vends un, j'achète un appartement à la mer, ou j'en vends un et je paye les soins de santé de ma mère. Tu peux vraiment avoir un autre mode de vie 10, 15, 20 ans après. Si tu commences à 55 ans, c'est pas impossible. Moi, mon plus vieux participant en coaching one-to-one avait 52 ans. Il a pu faire un bien immobilier, sauf qu'on a fait partie sur un crédit de 10 ans. Et lui avait une mentalité complètement différente. Il dit, je suis prêt à payer maintenant un crédit bien plus haut que mes loyers, mais le jour de ma pension, mon crédit sera remboursé et je prendrai énormément de cash flow. Et en fait, c'est une super stratégie. Il s'en fout de payer 700 € en plus par mois de crédit. Parce que pour le moment, il peut le faire. Il peut le faire, il travaille, il gagne suffisamment bien sa vie. 700 €, c'est plus ou moins le prix d'un crédit d'une belle voiture. Et je mets ça dans mon loyer, dans 10 ans, je suis peinard. Surtout au moment où lui, ses revenus vont chuter parce que rentrer à la pension, du coup, ils sont compensés par le cash flow qui va lui augmenter. C'est ça. Donc s'il y a des gens au-dessus de 30 ans qui nous regardent, qui se disent pas l'immobilier n'est plus... Ils peuvent venir à Imo Academy, ils peuvent faire du coaching, il n'y a vraiment aucun problème. Mais ce sera une stratégie un petit peu différente. Mais effectivement, si tu as 22 ans, tu as déjà un CDI et tu as une dizaine de milliers d'euros de côté, je dirais entre 10 et 30, réfléchis pas 2 fois. Vas-y, n'attends pas d'avoir 50 000 pour acheter un plus gros bien. Il vaut mieux acheter un petit bien maintenant où tu vas sortir 20 000 € de fonds propres et dans les 4-5 prochaines années, tu arrives à remettre 30 000 € pour acheter un deuxième bien. C'est plus intelligent de faire ça que d'attendre d'avoir 50 000 €, c'est ce que des fois j'entends, pour acheter un bien. Non, tu risquerais de faire des grosses erreurs. Tu as d'autres conseils pour bien débuter l'investissement, type de bien, localisation, crédit? Alors moi, je suis un Liégeois, donc je suis fou amoureux de ma ville. J'adore ma ville, j'adore le mélange entre l'ancien et le nouveau. Il y a le tram qui est là, on l'a critiqué parce que pendant 7 ans, c'est n'importe quoi, mais c'est très beau de l'avoir là. On a des belles pelouses tout autour, c'est très joli. J'ai la chance, c'est vraiment une chance d'habiter dans ce quartier-là, dans cette ville-là, parce que l'immobilier est très bon marché avec des loyers, je trouve, assez élevés, ce qui n'est pas le cas forcément d'autres villes comme Charleroi-Mons, où c'est des achats très bon marché, mais avec des loyers qui sont quand même un peu plus faibles. Si tu es bruxellois, tu fais comme la plupart de mes participants qui sont bruxellois. Tu prends ta voiture, tu prends le train et tu viens acheter à Liège. Tu conseilles d'aller plutôt acheter à Liège, même si tu connais plutôt le marché bruxellois, par exemple? Alors, si tu es bruxellois et que tu as la capacité financière d'acheter à Bruxelles, achète à Bruxelles. Sauf que faire du cash flow à Bruxelles, ça me semble très compliqué. Tous les investisseurs que je connais ici, ils disent, on mise sur l'avenir et ils ont bien fait. C'est une capitale, donc ça ne va pas descendre. Par contre, si tu vas vraiment te libérer du temps, il faut d'abord libérer de l'argent. Pour libérer de l'argent, il faut que ça te rapporte un peu d'argent maintenant. Maintenant, si Liège est une ville que tu ne connais pas, qui ne t'intéresse pas, il vaut mieux acheter un petit studio à Bruxelles que d'essayer d'acheter un immeuble à Liège alors que tu ne connais rien. Tu vas te faire avoir, l'agent immobilier va devoir arriver et dire « Bruxellois, il y a de l'argent, on va lui vendre au prix un peu au-dessus du marché ou le prix du marché. » Et quand tu achètes au prix du marché, tu ne fais pas une bonne affaire. Donc, je conseillerais effectivement de partir sur une plus petite opération dans ton quartier, dans ta ville, si c'est plus cher. Mais si tu es un peu cavalier et tout ça, je pense que si j'avais été bruxellois, plus jeune, et si j'avais eu les compétences, qu'à l'époque, je dis, il n'y a toujours pas, il n'y a pas de séminaire, il n'y avait rien, j'aurais pas eu peur d'acheter à Liège. D'accord. Et je pense pas que j'aurais vécu à Liège, par contre. Je pense que quand tu as attaché une ville, tu ne déménages pas pour autant parce qu'il y a de l'investissement à faire. Mais je pense que j'aurais effectivement été sur Liège parce que quand tu vois un peu les chiffres, des fois, quand je parle avec des Bruxellois, ils me disent « Ah, je vais acheter mon appartement, 380 000 €, il y a un balcon, wouh, ok, et combien de chambres? 2, ah, ok. » Écoute, la semaine passée, là, j'ai acheté un immeuble de 4 apparts et je l'ai payé 280 000 €. Donc 100 000 € moins cher. Bon, j'ai pas de balcon, mais j'ai 4 apparts.
Ah, tu prêches une convaincue. Hein. Quand j'entends tes chiffres, je me dis, merde quand même. Voilà. Après, il faut les trouver, ces immeubles-là. Mais oui, il y en a plein. Il suffit d'ouvrir un peu ImoWeb. Et si on n'a pas peur de faire des travaux, et si on a le budget pour, allez voir. Et comme moi, la plupart des les biens que j'ai, par exemple, je ne les gère plus. Alors, j'aime bien aller les voir. Des fois, quand je passe tout près, je fais un petit coucou à l'immeuble, mais je ne reste pas dedans, je ne commence pas à tout visiter. Alors, si tu as le temps, gère un bon entrepreneur sur Liège. Il y en a plein de bons entrepreneurs, il y a plein de mauvais aussi, il faut faire attention. Et à côté de ça, trouve une agence locale, liégeoise, c'est très important, qui va gérer tes biens. Et en tant que Bruxellois, passe une fois par an, viens boire un petit verre pour le cas où, boire un petit péquet ou j'en sais rien, mais passe une fois par an voir tes biens. Mais par contre, tu auras acheté effectivement 4 appartements pour le prix de l'appartement que tu es prêt à mettre à Bruxelles. On a parlé d'appartements à la garde, on a parlé d'achat-revente, on n'a pas parlé de l'option cessible. Je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion d'en faire et finalement, quel est ton avis? Parce que j'ai l'impression que depuis, je pense, la remontée des taux, c'est la nouvelle lubie de certains coachs immobiliers. C'est quoi ton avis là-dessus? Alors, mon avis là-dessus, en tant que coach, il est très tranché. Alors, l'option cessible, donc, pour moi, c'est vraiment ciblé pour des professionnels. Il faut vraiment savoir le gérer. C'est un peu le nouvel Eldorado. Tout le monde pense que c'est facile de faire 80 000 euros. Alors oui, on sait faire 80 000 euros. C'est juste qu'il y a un mot de trop, c'est le mot facile. C'est loin d'être facile. J'ai fait plusieurs options croisées avec mon associé Gauthier, qui lui, donc c'est un petit Kétac, lui et moi. C'est un duo un peu gagnant. Lui, c'est l'intellectuel. Moi, je suis plutôt le manuel. Donc quand on achète des biens, je vais plus être le gars qui va aller suivre les travaux, travailler dedans et tout ça. Gauthier, plus l'intellectuel, c'est lui qui a vraiment bouffer un maximum d'informations sur tout ce qui est option cessible, qui a eu les contacts avec tous les avocats, les notaires et tout. Donc, le faire sans lui, je suis un peu moins à l'aise parce que c'est moins ma cible. Et puis moi, j'aime bien faire des travaux. Donc, faire des travaux quand tu achètes un bien que tu dois revendre dans les 4-5 mois, c'est un peu compliqué. Surtout s'il y a des locataires dedans. Mais donc, j'ai déjà fait des options cessibles, des options croisées. Maintenant, oui, quand je vois certains qui disent allez chercher 100 000 euros de plus-value en une opération, c'est totalement vrai. Je ne vais pas dire que c'est faux. Par contre, il y a beaucoup de gens également qui font des options croisées qui finalement, ça se termine mal, qui n'ont pas les moyens d'acheter, qui doivent payer 10, 15, 20, 30 000, voire plus pour sortir du deal. Et là, l'Eldorado peut se transformer directement en cauchemar. Donc voilà, nous, on parle de l'option croisée, de l'option cessible dans Imo Academy, mais on est ultra prudent. On ne dit pas qu'à la fin de la session, tu deviens un professionnel et pouf, tu peux te lancer, loin de là. Donc voilà, je reste dubitatif là-dessus. Ça existe. Je suis très content qu'on ait démocratisé, que monsieur, madame, tout le monde puisse le faire, parce qu'à l'époque, c'est réservé encore une fois qu'à une élite. Moi, je suis un anti-élite. J'ai envie, entre guillemets, que tout le monde ait la faculté de le faire. Mais avant de se lancer, formez-vous, essayez avec un petit bien. Et alors, il vaut mieux des fois faire une petite option cessible sur une maison, acheter à 150 000, revendu 170 000. Ok, c'est pas la fête du slip, on va gagner 20 000 euros. Mais c'est toujours plus prudent que d'acheter un immeuble à 500 000 euros pour essayer de le revendre à 620 000 euros, qui finalement, il n'y a que 2 apparts qui se vendent et le reste, tu dois acheter. Ah zut, tu n'avais pas les fonds propres. C'est pour ça que tu faisais de l'option croisée, l'option cessible, pour te faire du cash. Ok, ça va se retourner contre toi. Tu risques d'avoir des gros enduits. Donc, très disclaimer par rapport à ça. Ok, très clair. Avant de clôturer, j'aimerais faire un petit jeu des sur date. Je te donne 2 options et tu me dis du tac au tac celle qui te correspond le plus. Parti? Je suis ready. Crédit ou fonds propres? Crédit, 100%. Crédit classique ou crédit bullet? Crédit classique. Achat, revente ou à la garde? Les deux. Les deux. Joker. Coloc ou Airbnb? Coloc. Ville ou campagne? Ville. Liège ou Charleroi? Liège. Belgique ou étranger? Quand tu n'as pas d'argent, Belgique. Quand tu as un peu d'argent, étranger. Donc on commence par la Belgique. On commence toujours par la Belgique. On utilise les leviers bancaires. C'est indispensable. All right. On n'a pas parlé de ton livre. Oui. Tu as rédigé un bouquin qui s'appelle « L'école ne forme pas les millionnaires ». Tu donnes du coup, finalement, j'imagine, les tips pour commencer en étant sans fonds propres, formation, sans études, sans diplôme, on va dire, et puis malgré tout pouvoir réussir financièrement et rendre tes parents fiers. C'est ça. Alors, l'école donc le livre L'école ne forme pas les millionnaires, j'ai écrit ce livre-là à la base déjà pour faire un peu une introspection sur moi. Donc, ça parle de mes 7 ans à mes 30 ans. C'est une autobiographie. C'est une autobiographie où il y a 4
thèmes, on va dire ça comme ça, où on parle d'entrepreneuriat, on parle de ma biographie, les plus et les moins que j'ai eu dans l'immobilier, parce que effectivement, les podcasts, les vidéos, tout, on voit souvent que le côté positif, mais j'ai eu énormément de moments de doute. Plusieurs fois, j'ai failli abandonner, plusieurs fois, je me dis qu'est-ce que je foutais là, j'ai fait plein d'erreurs, donc j'en parle dans le livre. J'en parle également de ma vie privée. Je parle à un moment que suite à une déception amoureuse, j'ai failli tout claquer, me retrouver petit salarié sans diplôme à devoir acheter. Et pourquoi ce titre, L'école ne forme pas les millionnaires? Il faut savoir que j'ai fini mes secondaires à 21 ans. Donc, habituellement, les gens ont fini à 18 ans. Donc, j'étais vraiment en retard. J'ai été viré 5 fois de l'école. Je l'explique également dans le livre. À l'époque, j'étais un peu en cancre. J'avais un casier judiciaire. Ça, je crois que je ne l'ai pas mis dans le livre, mais en tout cas, j'avais un casier judiciaire jusqu'à mes 18 ans. Pour des petits faits pas très graves, mais en tout cas, j'avais ça. Et personne ne misait sur moi. Et le corps enseignant en premier. Je me rappelle, moi, quand j'avais 9 ans, je crois, 8-9 ans, un prof qui m'a dit, toi, tu seras chômeur professionnel. Alors déjà, à 9 ans, tu n'as pas la conscience de ce que c'est chômeur professionnel. Mais en tout cas, dans son regard et dans l'intonation, j'avais bien compris que je ne serais rien, en fait. Et si je base sur tout ce que j'ai appris à l'école, je serais à ce stade, avec le petit diplôme que j'ai, à savoir CESS et mon diplôme de gestion, probablement vendeur chez Zara. Alors, il n'y a pas de problème d'être vendeur chez Zara. Sauf qu'avec les ambitions que j'ai, la liberté que j'ai envie, j'aurais été quelqu'un de ultra malheureux. Et donc, c'est un peu à pied de nez de dire, écoutez, c'est pas l'école qui m'a formé pour ce qui je suis. Alors oui, grâce à vous, je sais un peu mieux écrire. Peut-être grâce à vous, je sais faire plein de choses. Mais grâce à moi, surtout, j'ai réussi à être millionnaire en euros, avec des biens immobiliers, avec du cash que j'ai fait dans mes opérations. Et ce livre, en plus, j'ai relu certains passages il n'y a pas longtemps. Et c'était vraiment un peu un lâcher prise après mes 30 ans, de dire je vais écrire ça. Et c'est jamais dans 10, 15, 20 ans, alors que je l'ai relu il y a quelques semaines. Ça me fait du bien de relire d'où je viens et tout ça. Et tous ceux qui l'ont lu jusqu'à présent, où j'ai eu des retours, c'est pas un livre commercial, j'ai rien à vendre dedans. Et derrière, je donne un peu mes tips et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu être rentier et libre financièrement grâce à l'immobilier, rien d'autre. Et donc voilà, c'est une très belle thérapie et les retours que j'en ai sont très agréables. Le plus jeune qui l'a lu, je crois, avait 10 ans. Des fois, j'ai des parents qui offrent ça à leurs enfants. Des fois, mon livre se retrouve sous le sapin et je trouve ça génial comme truc. Et là, bêtement, un coach sportif qui est apprenti, qui fait ça en flexi-job ou je sais pas quoi, que je rencontre à la salle, et puis on parle un peu de tout ça. Il a 18 ans, et je lui parle un peu de ce que je fais, et puis je sais pas combien de fois il me trouve sur les réseaux sociaux, et il me dit, je vais commander ton livre, et il dit, j'aime pas lire, je l'ai bouffé en une soirée, et il dit, ok, ça m'a donné un peu des pistes, il faut savoir comme un peu comment faire. Il a 18 ans. Je dis, mais si à 18 ans, on m'avait donné un peu des clés, des trucs, peut-être que je serais un peu plus haut que ce que je suis maintenant, même si je ne changerais rien, à refaire, je fais tout pareil. Mais donc ce livre a été une sacrée thérapie positive. Et quand des fois j'ai un petit coup de mou, je relis un petit peu les passages de savoir d'où je viens. Tu donnes aujourd'hui des cours, que ce soit à l'école, si j'ai bien lu ton site web, oui, tu peux j'ai donner des écoles des fois qui m'appellent. Des coachings aussi, finalement. Ce serait quoi, si on reprend le titre de ton livre, ce serait quoi les learnings que tu aurais aimé avoir à l'école pour améliorer finalement notre connaissance financière qui est assez médiocre, en tout cas en Belgique. Alors, si j'avais été ministre de l'Éducation, ce qui n'arrivera jamais, je ne ferai jamais de politique, je pense que je me concentrerai beaucoup plus sur des cours qui vont apprendre aux élèves à comment gérer leur argent, avoir une éducation financière, leur expliquer très tôt qu'avoir une belle voiture de grosse marque à crédit est une énorme erreur, peu importe le regard des gens, qu'il vaut mieux commencer tout petit, même au début à peut-être mettre 10, 15, 20 euros par mois de côté, mais déjà avoir l'habitude de mettre de l'argent de côté. Et si tu gagnes 2000, tu mets autant de côté, si tu gagnes 100, tu mets autant de côté. Pour derrière, entre guillemets, s'assurer un avenir financier et ne pas dépendre que de l'État. Donc, si demain... les pensions, etc. C'est ça. Les pensions, moi, j'y crois absolument pas. Non, c'est vraiment un truc qui ne me parle pas du tout. Ma pension, je me la fais tous les jours. J'y crois pas du tout. Et donc, dans les écoles, quand j'y vais, je donne pas du coaching immobilier, mais je parle plutôt de mon expérience dans mon ancienne école. L'une des dernières que j'ai fait, une prof avec qui je m'entends super bien, qui témoigne justement dans le livre. Donc, c'est des écoles professionnelles que j'ai fait. Je n'ai pas été en général. Il y a toujours un peu des cas sociaux. J'étais un cas social à l'époque. Et donc, y aller, et j'aime bien parler un petit peu de mon vécu et de démontrer que malgré que personne ne croyait en moi, que tu peux devenir quelqu'un, tu es juste le seul à devoir prendre ton avenir en main. Et donc, c'est pour ça
j'interviens dans les écoles, mais c'est eux qui me démarchent et j'y vais bénévolement, gratuitement, ça me fait vraiment plaisir. Et à côté de ça, donc il y a le coaching. Bon, au début, j'ai toujours fait du coaching. Depuis que je fais de l'immobilier, depuis 2013, quand j'ai des amis qui venaient m'aider à vider mes paquets de carrelage, j'ai dit, tu vois Maxime, là, il faut faire ça, regarde, je vais faire ça. Mais toi aussi, il serait temps que tu achètes ta maison, là, ta belle voiture à crédit, mais on s'en fout de ta voiture à crédit. Voilà, tu auras quand même une copine, hein, ça change rien d'avoir une belle voiture Mercedes, classe A, on s'en fout complètement. Regarde, si tu la vends, regarde mon crédit. J'ai toujours fait du coaching, sauf qu'à un moment, ça prenait de l'ampleur. Maxime, il en parlait à sa cousine. Sa cousine, je la connais pas, j'allais la former, j'allais avec elle en visite. Puis finalement, c'était la boulangère de la cousine. Puis je dis, wow, là, je prends tellement de temps à aider les autres. Finalement, j'ai plus de temps forcément pour m'échanter de ça. Je dis, ok, je vais commencer à me faire rémunérer. Et à l'époque, je me faisais facturer, je facturais 25 € de l'heure. Sa facture, je dis, plus jamais je peux facturer ça. Quand je vois que les gens, des fois, je négocie pour eux 80 000 € sur l'immeuble, je dis, ok, il faut que j'arrête ça. Et donc, tout naturellement est venu du coaching. Et j'étais un des premiers, c'est pas le premier en Belgique, à faire du coaching immobilier où j'accompagnais les gens de A à Z dans leur projet. Donc, tu fais aussi bien des formations en groupe que des coachings individuels. C'est ça. Okay. Donc, formation en groupe, c'est IMO Academy, où là, c'est un cursus de 3 à 4 mois, ça dépend des sessions. Qui va démarrer bientôt. Qui démarre le 28 septembre pour se terminer le 21 décembre 2025. Okay. Et là, on parle de toutes les facettes de l'immobilier. Comment trouver la bonne affaire, comment se trouver un réseau, comment monter un dossier pour le présenter à la banque et avoir un accord de crédit à coup sûr, comment gérer ses travaux, comment améliorer son PEB, comment aller avoir une colocation qui fonctionne. On parle également des dangers de l'Airbnb, on parle un petit peu de tout ça, les options croisées, l'achat-revente, le fait d'acheter en société, plein de trucs comme ça, on en parle dedans. Et derrière, les gens ont tous les bagages pour pouvoir faire de l'immobilier correctement. Le coaching, c'est vraiment différent. J'accompagne la personne entre le moment où on va commencer à faire les recherches jusqu'à ses actes. Et puis derrière, s'il a besoin d'un coup de main pour ses travaux, alors je ne vais pas aller faire ses travaux, mais je vais lui dire attention au devis, fais des choses comme ça. Et là, c'est vraiment plus sur un projet spécifique. Et là, j'ai autant accompagné des gens qui achetaient pour leur résidence principale et derrière des gens qui disent moi, je vais acheter 5 biens dans les 3 ans. Je dis ok, fine, on y va. Et un participant que j'ai coaché pendant 2 ans, où là, c'est plus gros profil. Il travaille dans la médecine, donc très beau salaire, très belle situation. Il a vendu une de ses sociétés, donc il a touché à Pactol. Et quand je l'ai pour le premier appel, je fais toujours un premier appel pour voir s'il y a un match déjà humain et si le projet de la personne me convient dans l'accompagnement. Il était prêt à acheter 2 appartements neufs et j'ai dit, fais surtout pas ça. Et là, c'est un coaching sur 2 ans et il a acheté, je crois, 16 unités dans l'accompagnement. Et donc, c'était... Si tu le croises demain, je suis son meilleur investissement dans sa vie. Alors que le mec, il a je ne sais pas combien de sociétés, il a des employés et le mec a fait je ne sais pas combien d'années d'études pour être dentiste, avoir 2 cabinets, un truc de dingue. Mais à l'écouter, je suis limite plus rentable que ce que ces années d'études lui ont apporté. Donc, je trouve ça chouette. Ouais, je trouve ça chouette. Pour clôturer, tu disais que ton livre était ta manière d'introspecter, on va dire. Mais si tu avais l'occasion de donner un conseil au Laurent de 23 ans, ce serait lequel? Alors, c'est un que je m'applique toujours maintenant. C'est crois en tes rêves, continue d'y croire et assume tout ce que tu dis parce que tu vas devoir le réaliser. Bon, ça me semble être une manière parfaite de conclure. Un tout grand merci, Laurent. Merci à toi.